Merci. Donc, pour poursuivre cette matinée et les présentations qui viennent d'être faites, je vais en effet vous parler de juridique, de droit du travail, de réglementaire. Donc, ça a déjà été évoqué juste auparavant. Donc, on voit bien l'intérêt du juridique, hein. Et comme ça a déjà été un peu dit, la prévention des accidents du travail, c'est derrière, c'est en général, il y a un accident, une personne, un drame. Anne-Sophie a commencé par ces éléments, une société. Donc c'est vrai qu'il y a à la fois des enjeux économiques, financiers, mais derrière, voilà, beaucoup d'enjeux humains également. Et c'est pour ça que le cadre réglementaire est venu poser un socle, une base assez exigeante, mais vraiment dans cet objectif de prévenir les accidents du travail d'une manière vraiment solide. Donc on va forcément parler droit du travail, obligation de sécurité, mais également responsabilité, parce que derrière, c'est toujours des questions qui se posent, hein, qui est responsable, même si ce n'est pas le seul enjeu qui doit motiver la prévention. Donc pour commencer, même si on l'a déjà dit, je voudrais quand même revenir sur cette définition du Code de la sécurité sociale pour que voilà, vraiment on comprenne bien de quoi on parle, de cette définition de ce qu'est un accident du travail. Donc déjà, la définition, comme on l'a dit, hein, c'est une définition posée par le Code de la sécurité sociale et pas par le Code du travail. Je reviens juste sur cette précision qui a quand même un intérêt. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le Code de la sécurité sociale qui va encadrer tout le régime d'indemnisation des accidents du travail, tandis que dans le Code du travail, on va retrouver toutes les dispositions propres à la prévention des risques. Et quand on parle de prévention des accidents du travail, concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? On fait de la prévention des risques professionnels. Toutes les dispositions propres à la prévention des risques, on va les retrouver dans le Code du travail, alors que la définition de l'accident se retrouve dans le Code de la sécurité sociale. Donc, que nous dit cet article ? Cet article, donc un accident du travail, c'est quoi ? C'est un accident, donc une lésion immédiate ou différée, ce qui permet de distinguer aussi de la maladie professionnelle, ce côté immédiat de l'accident, qui va survenir à une date ou à un moment précis, et qui va avoir un lien avec le travail. Donc ça, c'est la définition du Code de la sécurité sociale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière cette définition et en complément, on a donc une large jurisprudence. Donc on a eu un nombre, voilà, la jurisprudence c'est quoi ? C'est toutes les décisions qui sont rendues par les magistrats, la Cour de cassation notamment. Et cette définition est complétée donc par la jurisprudence qui pose ce qu'on appelle la présomption d'imputabilité et qui pose un principe plus simple, pareil dit en introduction. Qu'est-ce que l'accident du travail ? C'est un accident qui va survenir pendant le temps de travail, sur le lieu de travail. Et ces deux critères ont vraiment été posés au fil des années, et au fil des décisions qui ont été rendues. Et aujourd'hui, on considère que l'accident qui survient pendant le temps de travail, sur le lieu de travail, est présumé accident du travail. Voilà, sans qu'il y ait... Donc, par exemple, un type d'exemple d'accident du travail, une chute qui va se faire sur le lieu de travail, une blessure causée par une machine, un malaise survenu pendant une réunion dès lors qu'il y aura eu une lésion à un moment donné, vont être considérés comme des accidents du travail. Je souhaitais aussi quand même aborder la question du télétravail, question qui se pose quand même beaucoup, notamment depuis le Covid, etc., et la multiplication du télétravail, et cette question d'accident du travail. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que cette fameuse présomption d'imputabilité a été écrite, tracée dans le Code du travail, où là, on a clairement un article qui nous dit que l'accident qui survient sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle est présumé être un accident du travail. Donc, d'où l'intérêt de bien définir le lieu où le salarié va télétravailler, les périodes également, les horaires, les tranches horaires sur lesquelles le travailleur va être amené à télétravailler, ce qui permettra derrière, en cas d'accident, d'avoir cette présomption d'imputabilité et de dire l'accident est survenu pendant le télétravail, sur son lieu de télétravail, donc il doit être déclaré en tant qu'accident du travail. Donc ça, c'était la définition de l'accident du travail. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'en fait, au-delà de ces accidents du travail qui surviennent de manière stricte dans les locaux de l'entreprise, on a un certain nombre d'accidents qui ne sont pas strictement des accidents du travail, mais qui sont assimilés à des accidents du travail. Donc ça veut dire quoi, assimilés à des accidents du travail ? Ça veut dire que derrière, ça va être la même prise en charge financière, la même indemnisation, derrière tout le même régime d'indemnisation et le régime protecteur qui va se mettre en place pour ces accidents. Et notamment, donc, qu'est-ce qui est assimilé à un accident du travail ? Vont être assimilés donc, les accidents de trajet. Donc, la définition a été donnée tout à l'heure. L'accident de trajet, en effet, c'est vraiment l'accident qui survient entre le lieu de travail, entre le domicile et le lieu de travail, donc dans les deux sens, mais également les accidents qui peuvent survenir entre le lieu de travail et le lieu où le salarié prend ses repas, donc la cantine, le réfectoire ou autre.
Si un accident survient sur la pause déjeuner alors que le salarié se rend à sa cantine, ça pourrait être considéré comme un accident de trajet et donc assimiler un accident du travail et donc donner lieu à une indemnisation similaire. Sont également assimilés à des accidents du travail tous les accidents de mission en déplacement. Donc le salarié qui part en déplacement, qui se blesse pendant ce temps-là, on devra faire une déclaration d'accident du travail. Donc pendant le repas à la cantine, ça je l'ai dit. Et tous les accidents survenus également en formation professionnelle, qui ne se font pas forcément dans les locaux strictement de l'entreprise. Donc derrière, forcément, des conséquences sur les cotisations accidents du travail, maladie professionnelle à la charge des employeurs, donc dès lors que des accidents surviennent dans ces conditions. Donc, sur ce que prévoit la réglementation, comme je l'ai dit, on ne va pas retrouver dans le Code du travail une partie spécifique sur prévention des accidents du travail. On l'a dit, le principe fondamental, c'est quoi? C'est l'obligation de sécurité de l'employeur, rappelée donc par cet article L4121 du Code du travail, qui sous-entend quoi? C'est l'employeur, concrètement, il est responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés, notamment, pourquoi? Parce qu'il y a un contrat de travail entre le salarié et son employeur. Le salarié se retrouve sous la subordination de son employeur. À ce titre, l'employeur doit tout mettre en œuvre pour que le salarié, sa santé, sa sécurité soient garanties. Derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va devoir un certain nombre d'obligations et notamment mettre en œuvre une démarche de prévention. Cette démarche de prévention, elle va commencer par une toute première étape qui a été évoquée aussi tout à l'heure, qui est l'évaluation des risques, parce que pour mettre en place des mesures de prévention adaptées, il faut connaître les risques. Et ça, c'est ce que nous dit la réglementation. L'employeur est garant de la santé et de la sécurité. Pour cela, il va devoir évaluer les risques et, au regard de cette évaluation des risques, retranscrire les résultats dans le fameux document unique qui sera mis à jour régulièrement, à minima une fois par an pour les entreprises de plus de 11 salariés. Et également, dès lors qu'un accident du travail survient, ce document unique devra être mis à jour parce que ça permet, l'analyse de l'accident du travail va permettre de l'enrichir et de mettre en place les mesures de prévention adaptées qui n'auront peut-être pas été vues auparavant. Donc ça, c'est vraiment prévu par le Code du travail. Donc on évalue, on retranscrit les résultats dans le document unique. Et derrière, bien évidemment, on met en place des actions de prévention qu'on prévoit soit dans un plan d'action, soit dans le fameux PAPRICA, le programme de prévention. Donc ça, c'est vraiment le socle pour prévenir les accidents du travail. La base, c'est ces principes fondamentaux. Au regard de ces risques qui auront été évalués, donc on a vu quelques chiffres, là c'est vrai que je vous ai mis cette slide, c'était vraiment pour comprendre qu'au regard des risques, et on l'a dit, l'une des premières causes d'accident du travail, ça va être les risques d'exposition à de la manutention manuelle, les chutes. Donc à un moment donné, il faudra retrouver dans ce document unique le risque manutention manuelle, le risque chute, et envisager les mesures de prévention derrière pour les éviter, supprimer ces risques et faire en sorte que les accidents du travail, il n'y en ait pas, ou au moins qu'ils soient diminués. Donc on a toute cette partie socle, on va dire, dans le Code du travail qui est prévue pour tous les risques confondus et qui doit être mise en place par les employeurs pour supprimer les risques et derrière prévenir les accidents du travail. Derrière les mesures de prévention, on va retrouver ce qu'on appelle les principes généraux de prévention, qui consistent le premier des principes, c'est quoi? C'est supprimer le risque, c'est vraiment la base. Mais évidemment, ce n'est pas forcément tout le temps possible. Donc si on ne peut pas le supprimer, on va l'évaluer. Et derrière, mettre en place des mesures en planifiant la prévention, en intégrant la sécurité dans l'organisation, en mettant en place des actions de formation, d'information des salariés, en leur mettant à disposition des protections collectives, individuelles. Donc tout ça va être prévu également par la réglementation. Et ensuite, au regard des risques évalués, le Code du travail va nous prévoir des mesures spécifiques propres à chaque risque. Donc, on a constaté qu'on avait du risque chimique ou du risque biologique. On va appliquer les dispositions spécifiques qui s'y appliquent et mettre en place les mesures de prévention spécifiques à chaque risque. Donc ça, c'est vraiment la logique de la réglementation pour prévenir les accidents du travail et, d'une manière globale, prévenir les risques d'exposition des salariés. Maintenant qu'on a vu un peu comment les prévenir et quelles dispositions réglementaires appliquer, je suis obligée de vous parler quand même de responsabilité en cas d'accident. Si malheureusement quand même l'accident survient, qui est responsable et que se passe-t-il? Donc le principe en cas d'accident du travail, c'est le principe d'une indemnisation forfaitaire et automatique.
C'est-à-dire que dès lors qu'il y a un accident du travail, que le salarié, l'employeur ont fait leur déclaration d'accident du travail, et d'ailleurs je précise à ce titre-là que l'employeur n'a pas à faire l'analyse de déterminer est-ce que s'il y a vraiment accident du travail, est-ce que c'est vraiment autant de trajets. Il considère qu'à un moment donné, il y a une lésion, il va faire sa déclaration, et ensuite ce sera à la CPM de faire son instruction pour déclarer s'il y a un accident du travail ou pas. Donc une fois que l'accident est reconnu en tant qu'accident du travail, le salarié va pouvoir bénéficier d'une indemnisation forfaitaire avec une prise en charge à 100% de ses soins pharmaceutiques, médecins, hôpital, etc. Le versement d'indemnités journalières versées par la sécurité sociale, et éventuellement d'une rente, pour compenser l'accident qu'il a subi. Donc ça, c'est vraiment le principe, une indemnisation forfaitaire pour l'accident qui est survenu sur son lieu de travail. En contrepartie de cette indemnisation, normalement, le salarié s'engage, il ne peut pas faire de contentieux sur le fondement du droit commun, le droit commun classique. Donc ça, je pourrais être amené à réexpliquer. Il ne va pas pouvoir agir sur ce fondement-là, mais il y a un dispositif spécifique qui est celui du recours pour faute inexcusable de l'employeur, qui va être un contentieux qui se fait devant les juridictions de la sécurité sociale, et pas devant les juridictions tribunal judiciaire classique, etc. On est vraiment dans un contentieux spécifique dédié aux accidents du travail. Et d'ailleurs, je précise, ça marche vraiment que pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, pas pour les accidents de trajet, parce qu'on considère que l'employeur est maître quand même de ce qui se passe dans son entreprise. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce contentieux en cas de faute inexcusable ? C'est à un moment donné, si le salarié considère, si l'employeur a manqué à cette obligation de sécurité dont on a parlé, donc il y a eu un manquement de l'employeur à cette obligation, un manquement dans la mise en œuvre des mesures de prévention, le salarié va pouvoir agir devant le tribunal judiciaire et demander une indemnisation complémentaire pour la compensation de ses préjudices subis. Donc, l'intérêt de ce contentieux pour faute inexcusable, c'est vraiment d'avoir une indemnisation complémentaire à cette indemnisation forfaitaire et d'avoir une indemnisation qui peut parfois être très importante puisque tous les préjudices peuvent être indemnisés. Patrimoniaux, extra-patrimoniaux, perte de chance. Donc, quand on parlait d'enjeux financiers, c'est vrai qu'un contentieux pour faute inexcusable, ça peut avoir de lourdes conséquences pour un employeur au regard des dommages et intérêts qui peuvent être demandés. Donc concrètement, comment ça se passe ? Le salarié va faire sa démarche devant les tribunaux pour demander une indemnisation. Donc là, on était vraiment sur les responsabilités, la responsabilité civile pour que le salarié obtienne une indemnisation, ce qui est à distinguer de la responsabilité pénale, qui est le pendant, qui là n'a plus vocation à indemniser, mais à réparer. Donc si je reviens sur ma responsabilité civile et à cette fameuse faute inexcusable, pour vous donner quand même quelques exemples concrets de contentieux où la responsabilité et la faute inexcusable de l'employeur a été retenue, on a beaucoup de contentieux et d'affaires où il y a eu un manquement de l'employeur à un moment donné sur la mise en place des mesures de protection collective, individuelle, et notamment là un arrêt où un salarié, un ouvrier s'était blessé gravement la main sur une machine qui n'était pas équipée de carter de sécurité, donc il n'y avait pas de protection sur la machine, ou une protection beaucoup trop ancienne, pas aux normes actuelles. La Cour de cassation a considéré qu'il y avait eu un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, qui n'a pas mis en place des mesures de protection adaptées. Le salarié s'est blessé, il a reçu son indemnisation forfaitaire sur le fondement de la sécurité sociale, il a fait son recours et il a pu obtenir des dommages et intérêts. On a également pas mal de contentieux, donc tout ce qui est sur travail en hauteur sans équipement. On peut avoir aussi la faute inexcusable de l'employeur reconnue en cas d'harcèlement moral et d'absence de mise en place de mesures de prévention, notamment si derrière le salarié subit une grave dépression qui pourrait être reconnue en tant qu'accident du travail. Et de nombreuses jurisprudences où on s'aperçoit que l'employeur n'a pas formé ses salariés, ses stagiaires ou autres, et la faute inexcusable peut être qualifiée, reconnue, parce qu'il a manqué à son obligation de formation à la sécurité. Donc voilà quelques exemples d'accidents, de contentieux où la responsabilité pour faute inexcusable a pu être reconnue. Et comme je vous le disais, donc la responsabilité civile, donc pour faute inexcusable, l'objectif c'est vraiment indemniser le salarié, réparer son préjudice. Et en parallèle, l'employeur est également susceptible d'engager sa responsabilité pénale, qui n'a pas le même objectif, puisque la responsabilité pénale,
L'objectif, c'est sanctionner à un moment donné l'auteur d'une infraction. Donc l'auteur, ça peut être la personne physique, employeur, personne morale, entreprise, qui a causé un dommage, indépendamment de la réparation financière. Donc, pour que la responsabilité pénale soit engagée, il faut qu'à un moment donné, il y ait une infraction à un texte, donc infraction soit aux dispositions du Code du travail, soit au Code pénal. Donc, pareil, on a un grand nombre de... On va dire que les infractions les plus fréquemment retenues sont souvent infractions pour homicide involontaire, blessure involontaire, qui sont vraiment des infractions prévues par le Code du travail, avec des sanctions qui sont prévues, qui sont des peines d'emprisonnement, des peines d'amende, etc., dès lors qu'à un moment donné, toutes les conditions sont remplies. Donc là, dans ces cas-là, l'employeur peut engager sa responsabilité pénale. Éventuellement, s'il a donné une délégation de pouvoir à un de ses salariés, ça pourrait être le délégataire de cette délégation de pouvoir également, qui pourrait être susceptible d'engager sa responsabilité en cas d'accident. Donc là, je vous ai mis pareil un exemple. En cas, là, c'était un exemple de jurisprudence qui existe. Donc c'était la chute mortelle d'un salarié, un ouvrier qui chute, qui décède sur un chantier. Il était sur un échafaudage sur lequel il n'y avait ni garde-corps ni harnais. Donc là, on voit bien un manquement de l'employeur qui n'a pas mis à disposition les mesures de protection, ou alors qui n'a pas été vérifié que le salarié avait bien mis son harnais et que le garde-corps était bien installé. Dans cette affaire, l'inspection du travail, en plus, avait alerté plusieurs fois l'employeur, lui avait rappelé ses obligations. L'employeur, pour le coup, a été condamné pour homicide involontaire, non-respect des règles de sécurité, donc responsabilité d'un côté pénal, avec une sanction, une sanction notamment une amende. Donc je précise que l'amende, elle est payée à l'État, ce n'est pas un objectif de réparation aux salariés. La partie réparation, elle est vraiment sur la partie contentieux pour faute inexcusable. Donc ça, c'était vraiment pour aborder la responsabilité de l'employeur, qui sont toujours des questions posées en cas d'accident du travail. Il faut aussi garder en mémoire qu'en parallèle à cette obligation de l'employeur, il y a également dans le Code du travail une obligation de sécurité du salarié. On a vraiment un article dans le Code du travail qui nous rappelle que, en contrepartie de cette obligation de l'employeur, le salarié a également une obligation de prendre soin, en fonction de sa formation, selon ses possibilités, de sa santé et de celle des autres. Donc concrètement, qu'est-ce que ça implique ? Ça lui implique, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il a un contrat de travail, il est sous la subordination de son employeur. Donc à partir de là, il doit respecter les consignes que son employeur lui donne. Donc si son employeur lui impose le port d'un harnais, il doit s'engager aussi à le porter. Il a aussi l'obligation de signaler toute situation dangereuse. S'il constate à un moment donné que la situation dans laquelle il travaille est dangereuse, voire peut l'exposer à un danger grave et imminent, là on pourra en reparler également, il peut se mettre en retrait et se retirer de la situation dangereuse, pour éviter aussi l'accident. Donc il a l'obligation évidemment d'utiliser ses équipements de protection et de suivre les formations données par l'employeur. C'est vrai que c'est important à rappeler, parce que c'est vrai que d'un côté, il y a quand même les obligations de l'employeur, mais en contrepartie, le salarié a aussi un rôle à jouer dans cette prévention des accidents du travail, en respectant ces consignes qui ne sont pas que des contraintes données par les employeurs. Enfin, pour terminer sur cette partie réglementaire, on l'a dit également, et je pense que c'est quelque chose sur laquelle on va insister tout au long de la journée. On a parlé de l'employeur, du salarié, mais la prévention des accidents du travail, et notamment en matière de santé et sécurité au travail, il y a un certain nombre d'acteurs qui ont vraiment un rôle à jouer, et la prévention ne peut pas marcher sans cette concertation et sans ce dialogue entre ces différents acteurs, sachant que chacun a un peu un rôle à jouer à son niveau, tant avant l'accident, pour le prévenir, pour l'éviter, qu'après, pour l'analyser et enrichir éventuellement le document unique, l'évaluation des risques. Donc l'un des acteurs essentiels, c'est quand même le comité social et économique, s'il existe dans l'entreprise, et également la commission santé et sécurité des conditions de travail, donc la C2SCT, pareil, si elle existe dans l'entreprise, ces acteurs, ces instances de représentation du personnel, ont un rôle à jouer, notamment au moment de l'analyse des risques professionnels, puisque le CSE va contribuer à l'évaluation des risques, à l'enrichissement du document unique. Depuis la réforme de 2021, il doit également être consulté sur ce document unique, donc vraiment de manière officielle. Le CSE peut mener des inspections, a également un droit d'alerte en cas de danger grave et imminent.
Donc un rôle essentiel à jouer avant pour prévenir les risques, pour prévenir les accidents. Le CSE a également un rôle à jouer après, quand l'accident est survenu, pour justement, comme on l'a dit, éviter que le risque ne se reproduise, que l'accident ne se reproduise. Le CSE peut éventuellement faire appel à des experts habilités en cas de risque grave, identifié, actuel, qui aurait été révélé ou pas d'ailleurs par un accident du travail. Donc voilà, donc rôle à jouer du CSE, de ces instances représentatives du personnel. L'acteur essentiel à ne pas oublier, c'est bien évidemment le service de prévention en santé au travail, donc les médecins du travail, tous les professionnels de santé, qui ont un rôle à jouer bien évidemment dans le suivi de santé des salariés, mais également parce que leur rôle essentiel, c'est de conseiller et d'accompagner les employeurs, les travailleurs et aussi leurs représentants sur toutes les questions de santé-sécurité au travail. Et leur mission essentielle et aujourd'hui principale, c'est vraiment d'agir sur la santé et la sécurité du travail et de les accompagner. Donc il ne faut pas hésiter, tant côté employeur que salarié, à solliciter le SPST, le médecin du travail, pour des conseils et voilà. Donc après l'accident, bien évidemment, si un accident du travail se poursuit, le SPST aura bien évidemment un rôle à jouer dans tout le suivi du salarié, à sa reprise du travail, avec la visite de reprise, de pré-reprise, le suivi, l'aménagement du poste éventuel, si le salarié revient, mais avec pas forcément les mêmes capacités. Le médecin du travail aura aussi un rôle à jouer dans l'analyse de ces causes d'accident du travail en concertation avec l'employeur. Dans les autres acteurs, on a également ce qu'on appelle dans le Code du travail le salarié désigné compétent. Donc, dans la pratique, ça peut être le chargé de sécurité, le chargé de prévention, mais c'est le salarié qui aura été désigné par l'employeur pour s'occuper de toutes les questions santé-sécurité au travail, puisqu'il y a cette obligation dans les entreprises de plus de 11 salariés d'avoir un salarié désigné compétent, qui aura également un rôle essentiel à jouer au moment de l'évaluation des risques, de l'élaboration du DU, de la mise en place des formations, de la veille réglementaire et également de l'analyse des accidents du travail. Et enfin, l'inspecteur du travail a aussi un rôle à jouer. Donc là, je vous dirais que c'est plus dans le contrôle des règles, dans le contrôle avec plutôt la casquette sanction. Mais il a aussi ce rôle d'assurer la protection des travailleurs et de prévenir les accidents futurs en faisant respecter la réglementation du travail. Et ensuite, en menant des enquêtes et en prescrivant éventuellement des sanctions en cas d'accident. Donc ces acteurs, il est essentiel qu'ils se coordonnent et que l'employeur les sollicite au moment tant pour prévenir les accidents que pour les éviter et les analyser. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour assez largement de tout l'aspect réglementation par le sens des obligations de l'employeur, salarié, responsabilité. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que oui, la prévention des accidents du travail, c'est une obligation légale pour l'employeur, posée dans le Code du travail depuis longtemps. Mais c'est quand même avant tout un enjeu humain, social, également économique, dont l'objectif, c'est vraiment de protéger la santé et la sécurité des salariés. Et vraiment, le point essentiel, c'est que ça doit vraiment être une démarche collective qui va devoir reposer sur la participation active de tous les acteurs de l'entreprise, employeurs, salariés, représentants du personnel et SPST.